Toute grande réussite commence bien avant que le monde ne la remarque. Avant la reconnaissance, la richesse, les promotions ou les accomplissements, un élément essentiel est déjà en train de se construire, la façon de penser. Beaucoup croient que le succès est réservé aux personnes les plus talentueuses, les plus intelligentes ou les plus chanceuses. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. Ce qui distingue réellement les individus ordinaires de ceux qui accomplissent des choses extraordinaires, c'est avant tout leur état d'esprit. La victoire ne commence pas au moment où l'on franchit la ligne d'arrivée. Elle prend naissance dans les décisions que l'on prend chaque jour, dans les convictions que l'on cultive et dans la manière dont on fait face aux difficultés, même lorsque personne ne nous regarde. Ceux qui connaissent un succès durable adoptent une façon de penser différente avant même que leur situation ne change. Ils prennent des décisions plus judicieuses, restent disciplinés lorsque la motivation disparaît, repèrent les opportunités que les autres ignorent et privilégient les bénéfices à long terme plutôt que les récompenses immédiates. Leur réussite n'est pas le fruit du hasard, elle est la conséquence directe de leur manière de penser, d'agir et de persévérer, bien avant que les résultats ne deviennent visibles. Ce livre a pour objectif de vous aider à développer cet état d'esprit qui précède les grandes réussites. Au fil des pages, vous découvrirez les habitudes mentales qui permettent aux personnes accomplies de prendre de meilleures décisions, de maîtriser leurs émotions, de cultiver une discipline solide, de repérer les opportunités là où d'autres ne voient rien, d'entretenir une relation saine avec l'argent et d'agir avec constance pour atteindre des objectifs qui ont du sens. Les principes présentés dans cet ouvrage sont concrets, accessibles et applicables au quotidien, quel que soit votre point de départ. Ils ne reposent ni sur des talents exceptionnels ni sur des circonstances idéales, mais sur une manière de penser que chacun peut développer. Au fil de votre lecture, gardez l'esprit ouvert. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour transformer votre avenir. Bien souvent, les plus grands changements naissent d'une seule nouvelle façon de voir les choses. En changeant votre manière de penser, vous changerez progressivement vos décisions, vos actions, finalement, le cours de votre vie. Chapitre 1 La psychologie des gagnants. Toute victoire commence par une décision invisible. À l'origine de chaque réussite exceptionnelle se cache une réalité surprenante. Au départ, rien ne laisse présager le succès. Il n'y a ni applaudissements, ni médailles, ni fortune impressionnante, ni reconnaissance publique. Rien de visible qui puisse susciter l'admiration. Ce qui existe réellement, c'est une manière de penser. Un changement intérieur, discret mais profond, qui transforme la façon dont une personne perçoit les défis, les opportunités et sa propre valeur. Bien avant que le succès ne devienne visible aux yeux du monde, il prend d'abord racine dans l'esprit. C'est cette transformation invisible qui distingue les gagnants des autres. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les personnes qui réussissent ne sont pas dépourvues de peur, de doute ou d'incertitude. Elles ressentent les mêmes émotions que tout le monde. La différence, c'est qu'elles refusent de laisser ces émotions décider de leur avenir. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», elles préfèrent se poser une autre question. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ? Au lieu de chercher un responsable, elles recherchent la prochaine action à entreprendre. Leur attention reste tournée vers les solutions, les possibilités et les progrès, plutôt que vers des problèmes qu'elles ne peuvent pas contrôler. C'est cette façon de penser que l'on appelle la psychologie du gagnant. Il ne s'agit pas de prétendre que la vie est facile ni de croire que le succès arrive du jour au lendemain. Il s'agit d'entraîner son esprit à réagir d'une manière qui favorise l'avancement, même lorsque les circonstances sont difficiles. Les personnes qui adoptent cet état d'esprit comprennent que les obstacles font naturellement partie du parcours. Ils ne sont pas la preuve qu'elles se sont trompées de chemin. Elles considèrent les échecs comme des retours d'expérience, les erreurs comme des leçons et les difficultés comme des occasions de devenir plus fortes. Prenons l'exemple de deux collègues qui convoitent la même promotion. Lorsque celle-ci est finalement attribuée à quelqu'un d'autre, le premier estime immédiatement que la décision est injuste. Il perd progressivement sa motivation et nourrit un sentiment d'amertume. Le second est lui aussi déçu. Pourtant, il choisit une réaction différente. Il demande un retour à son responsable, identifie les compétences qui lui manquent, travaille à les développer et se prépare pour la prochaine opportunité. Quelques mois plus tard, l'un est toujours frustré tandis que l'autre obtient un poste encore plus intéressant. La différence ne résidait ni dans leur intelligence ni dans leur talent. Elle résidait dans leur manière de réagir. L'un a choisi le découragement. L'autre a choisi la progression.
L'identité précède toujours les résultats. Avec le temps, cette façon de penser façonne quelque chose de bien plus profond que la simple motivation. Elle construit l'identité. Beaucoup de personnes poursuivent leurs objectifs pendant des années sans jamais se poser une question essentielle. Qui dois-je devenir pour créer la vie que je désire? Les objectifs donnent une direction. Mais c'est notre identité qui détermine les décisions que nous prenons chaque jour. Imaginons une personne qui souhaite retrouver une bonne condition physique. Si elle continue à se répéter « Je suis quelqu'un qui abandonne toujours ses bonnes résolutions », alors chaque séance de sport manquée viendra confirmer cette croyance. En revanche, si elle commence à se considérer comme une personne qui prend soin de sa santé, tout change progressivement. Choisir une alimentation équilibrée, marcher chaque jour ou dormir suffisamment ne devient plus une contrainte. Ses comportements deviennent simplement cohérents avec l'image qu'elle a d'elle-même. Le même principe s'applique dans tous les domaines de la vie. Celui qui se considère comme responsable cherchera naturellement des solutions. Celui qui croit pouvoir apprendre acceptera volontiers les nouveaux défis. Celui qui se voit comme une personne disciplinée continuera d'agir, même lorsque la motivation disparaît. Le succès est rarement le fruit d'une décision extraordinaire. Il est le résultat d'une multitude de décisions ordinaires prises chaque jour par une personne qui possède la bonne identité. Chapitre 2. Réfléchir avant d'agir. La qualité de ton avenir dépend de la qualité des décisions que tu prends aujourd'hui. Notre vie change rarement à la suite d'un événement spectaculaire. Bien plus souvent, elle évolue grâce à une succession de décisions discrètes prises au quotidien. Choisir d'apprendre plutôt que de se décourager, d'économiser plutôt que de céder à une dépense impulsive, de garder son calme plutôt que de répondre sous l'effet de la colère. Sur le moment, ces choix paraissent parfois insignifiants. Pourtant, ce sont eux qui orientent progressivement notre destinée. Le succès n'appartient pas à ceux qui prennent toujours les bonnes décisions. Il appartient à ceux qui prennent le temps de réfléchir avant d'agir, qui savent peser les conséquences de leurs choix et qui privilégient la sagesse à la précipitation. Beaucoup associent l'action au progrès. Ils pensent qu'agir rapidement est forcément un avantage. Pourtant, avancer vite dans la mauvaise direction ne rapproche jamais d'un objectif. Imagine un navigateur qui quitte le port sans avoir vérifié sa destination. Même avec le bateau le plus rapide, il risque simplement de s'éloigner de l'endroit où il souhaitait arriver. Dans la vie, il en va de même, une décision prise sans réflexion peut nous entraîner loin de ce que nous voulons réellement construire. Les personnes qui réussissent cultivent une habitude essentielle. Elles créent volontairement un espace entre un événement et leur réaction. Au lieu de répondre immédiatement, elles prennent le temps d'observer la situation, de recueillir des informations et de réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à elles. Elles ne se demandent pas uniquement « Qu'est-ce qui me fera plaisir aujourd'hui ?» Elles préfèrent se poser une question plus importante. Quel choix servira le mieux la personne que je veux devenir? Cette simple manière de réfléchir permet d'éviter de nombreuses erreurs dictées par l'impulsivité. Les émotions occupent une place essentielle dans nos vies, mais elles ne constituent pas toujours les meilleurs conseillers. L'enthousiasme peut nous pousser à prendre des engagements irréalistes. La peur peut nous empêcher de saisir des occasions précieuses. La colère peut nous conduire à dire ou faire des choses que nous regretterons plus tard. Lorsqu'une décision est prise sous l'emprise d'une émotion intense, elle apporte parfois un soulagement immédiat, mais crée souvent des difficultés durables. Réfléchir avant d'agir ne signifie pas chercher la certitude absolue ou remettre sans cesse une décision importante. Il s'agit simplement de prendre suffisamment de recul pour distinguer les faits de nos émotions. Parfois, attendre une nuit avant de répondre, demander un avis extérieur ou prendre le temps de rassembler davantage d'informations suffit à faire apparaître une solution plus pertinente. Quelques heures de réflexion peuvent parfois éviter des années de regrets. Une question simple peut transformer la manière dont nous prenons nos décisions. Comment ce choix influencera-t-il ma vie dans 1 an, 5 ans ou 10 ans? La majorité des personnes évaluent une décision selon le confort ou l'inconfort qu'elle procure aujourd'hui. Les personnes qui bâtissent une réussite durable l'évaluent selon la vie qu'elle contribuera à construire demain. Ce changement de perspective modifie profondément nos comportements. Il devient plus facile de renoncer à un achat impulsif lorsque l'on pense à la liberté financière que l'on souhaite atteindre. Il devient plus naturel de poursuivre une formation après une journée fatigante lorsque l'on imagine les opportunités qu'elle pourra offrir à l'avenir.
Il devient également plus simple d'avoir une conversation difficile lorsque l'on comprend qu'une relation sincère vaut davantage qu'un confort passager. Le bon choix n'est pas toujours le plus agréable dans l'instant. Très souvent, il demande davantage d'efforts aujourd'hui afin d'obtenir de plus grandes récompenses demain. C'est pourquoi les personnes qui réussissent apprennent progressivement à différer certaines satisfactions immédiates. Elles comprennent que les plus belles réussites sont rarement le fruit d'une gratification instantanée, mais celui de nombreuses décisions prises avec patience et cohérence. Imaginons, par exemple, une personne qui exerce depuis plusieurs années un métier stable. Un jour, une nouvelle opportunité professionnelle se présente. Le poste semble prometteur, mais il implique davantage de responsabilités, une période d'adaptation et une part d'incertitude. La réaction la plus simple serait de choisir la sécurité par peur de l'inconnu. Une autre approche consiste à prendre le temps d'étudier la proposition, de comprendre les perspectives d'évolution, d'échanger avec des personnes expérimentées et de réfléchir à ses objectifs à long terme. Quelle que soit la décision finale, elle sera alors fondée sur une analyse réfléchie plutôt que sur une émotion passagère. Avec le recul, de nombreuses personnes expliquent que leurs meilleures décisions n'ont pas été celles qui semblaient les plus confortables au départ, mais celles qui correspondaient le mieux à la vision qu'elles avaient de leur avenir. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Ces expériences rappellent également une vérité importante. La confiance en soi ne précède pas toujours les grandes décisions. Beaucoup pensent qu'ils doivent être totalement certains avant d'agir. En réalité, cette certitude existe rarement. La confiance se construit progressivement grâce à la préparation, à la réflexion et à la capacité d'assumer les conséquences de ses choix. Ceux qui attendent de ne plus ressentir de peur finissent souvent par ne jamais avancer. À l'inverse, ceux qui prennent le temps de se préparer, qui décident avec les informations dont ils disposent et qui acceptent d'apprendre de leurs expériences, développent une confiance de plus en plus solide. Une autre caractéristique des personnes qui prennent de bonnes décisions est leur sens des responsabilités. Lorsque leurs choix produisent de bons résultats, elles restent reconnaissantes. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, elles ne passent pas leur temps à chercher un responsable. Elles préfèrent se demander « Qu'est-ce que cette expérience peut m'enseigner ?» Cette manière de réagir transforme chaque erreur en occasion de progresser et améliore progressivement la qualité des décisions futures. Avec le temps, le discernement devient une véritable compétence. Il ne s'agit ni d'un talent inné ni d'un privilège réservé à quelques personnes. Il se développe grâce à un processus continu fait de réflexion, de décision, d'expérience, d'ajustement et d'apprentissage. À partir d'aujourd'hui, considère chaque décision importante comme un investissement dans ton avenir. Avant de choisir une direction, prends quelques instants pour imaginer où elle pourrait te conduire. Demande-toi si le confort d'aujourd'hui mérite réellement de compromettre les possibilités de demain, ou si un effort supplémentaire maintenant pourrait offrir une vie plus riche et plus épanouissante dans les années à venir. L'avenir ne se construit pas en un seul jour. Il se façonne, décision après décision. Et chacun des choix que tu fais aujourd'hui participe déjà à créer la personne que tu deviendras demain. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment une vision claire de son avenir permet de donner davantage de sens à ses décisions et de rester motivé, même lorsque le chemin devient difficile. Chapitre 3, vois plus loin que le présent. Les grandes réussites naissent d'une vision qui dépasse les difficultés du moment. La plupart des personnes construisent leur vie en réagissant aux événements qui se présentent. Elles règlent les urgences, répondent aux obligations du quotidien et essaient simplement de terminer la journée avec le sentiment d'avoir avancé. Pourtant, vivre ainsi revient souvent à avancer sans véritable direction. Regarde un architecte chargé de construire une maison. Avant de poser la première pierre, il possède déjà une représentation précise du résultat final. Les fondations, les murs, les pièces et le toit n'existent pas encore, mais ils sont déjà présents dans son esprit. Chaque décision prise sur le chantier découle de cette vision. Sans ce plan, les meilleurs matériaux et les meilleurs ouvriers ne suffiraient pas à bâtir une maison solide. Notre vie obéit au même principe. Les personnes qui réalisent des projets importants ne sont pas forcément celles qui disposent du plus de ressources ou qui rencontrent le moins d'obstacles.
Elles savent surtout où elles souhaitent aller. Une vision n'est pas un simple rêve que l'on nourrit avant de s'endormir. C'est une image suffisamment claire de son avenir pour influencer les choix d'aujourd'hui. Elle agit comme une boussole. Lorsque les circonstances deviennent confuses, elle rappelle la direction à suivre. Lorsque les résultats tardent à venir, elle donne une raison de continuer. Sans cette direction intérieure, il devient facile de se laisser entraîner par les distractions, les imprévus ou les attentes des autres. On peut alors passer des années à être très occupé sans jamais construire la vie que l'on désire réellement. Beaucoup travaillent avec sérieux, remplissent leurs responsabilités et accomplissent leurs tâches avec rigueur. Mais peu prennent le temps de se demander « Quel avenir suis-je en train de construire grâce à tous ces efforts ?» Cette question paraît simple, mais elle change profondément notre manière de vivre. Lorsque toute notre attention reste tournée vers les problèmes du présent, nous oublions souvent que notre situation actuelle n'est qu'une étape parmi d'autres. Une difficulté d'aujourd'hui ne définit pas l'ensemble de notre histoire. C'est précisément ce que permet une vision, regarder au-delà des circonstances immédiates. Construire cette vision demande avant tout de l'honnêteté envers soi-même. Au lieu de poursuivre une réussite définie par la société ou par son entourage, il est préférable de se demander ce qui compte réellement pour soi. Pour certains, cela prendra la forme d'une entreprise qu'ils souhaitent développer. Pour d'autres, ce sera la liberté financière, une famille épanouie, un métier utile, une vie plus paisible ou la volonté de laisser une contribution positive autour d'eux. Aucune de ces aspirations n'est supérieure aux autres. Une vision n'a de valeur que si elle est profondément alignée avec nos propres convictions. Elle doit également trouver un équilibre. Si elle est trop modeste, elle ne nous pousse pas à progresser. Si elle paraît totalement inaccessible, elle risque de provoquer du découragement avant même les premiers efforts. Une bonne vision élargit nos ambitions tout en restant compatible avec un engagement constant et patient. Les plus grandes réalisations ne commencent presque jamais par des résultats impressionnants. Elles commencent par une idée suffisamment forte pour justifier des centaines de petits efforts quotidiens. Lorsqu'une personne possède une vision claire, son regard sur les actions les plus ordinaires change complètement. Lire quelques pages d'un livre ne consiste plus seulement à terminer un chapitre. Chaque lecture devient une manière de développer les connaissances qui lui seront utiles demain. Mettre un peu d'argent de côté ne ressemble plus à une privation. C'est une étape vers davantage d'indépendance. Consacrer du temps à apprendre une nouvelle compétence après une journée fatigante cesse d'être un sacrifice. Cela devient une préparation pour des opportunités futures. Les actions restent identiques, mais leur signification devient beaucoup plus profonde. C'est pourquoi les personnes qui réussissent durablement ne comptent pas uniquement sur la motivation. La motivation varie constamment. Certains jours, tout semble facile. D'autres jours, la fatigue, le doute ou les imprévus prennent le dessus. Une vision, en revanche, demeure stable. Elle continue de guider nos décisions même lorsque l'enthousiasme disparaît. Peu à peu, ce n'est plus l'émotion du moment qui dirige nos actions. C'est la direction que nous avons choisie. Cette vision devient encore plus puissante lorsqu'elle est portée par un véritable sens. L'argent, les récompenses ou la reconnaissance peuvent constituer des sources de satisfaction. Mais leur effet reste souvent temporaire. Le sens, lui, résiste beaucoup mieux au temps. Il répond à une question essentielle. Pourquoi est-ce que tout cela mérite mes efforts ? Lorsque notre travail permet d'offrir une vie meilleure à notre famille, d'aider d'autres personnes, de résoudre un problème ou simplement de devenir une personne plus accomplie, les difficultés perdent une partie de leur poids. Elles ne disparaissent pas, mais elles prennent une utilité. L'histoire de James Dyson illustre parfaitement cette réalité. Avant de créer l'une des entreprises les plus reconnues dans le domaine des appareils électroménagers, il consacra plusieurs années à mettre au point un aspirateur fonctionnant sans sac. Son invention fut refusée par de nombreux fabricants. À plusieurs reprises, il aurait pu conclure que son idée n'avait aucun avenir. Pourtant, il choisit une autre interprétation. Chaque refus devenait une information supplémentaire. Chaque prototype lui permettait de comprendre ce qu'il devait améliorer. Au lieu de rechercher une réussite immédiate, il poursuivait une vision qu'il estimait suffisamment importante pour justifier sa persévérance. Après des milliers d'essais, son innovation finit par transformer toute une industrie. Ce n'est pas son talent seul qui fit la différence.
C'est sa capacité à continuer malgré l'absence de résultats visibles pendant de longues années. Les personnes qui possèdent une vision solide développent également une forme d'optimisme particulier. Elles ne s'attendent pas à ce que tout fonctionne parfaitement. Elles savent que les obstacles, les erreurs et les périodes de doute font naturellement partie du parcours. Mais elles restent convaincues qu'en continuant à apprendre, à s'adapter et à agir avec régularité, leurs efforts finiront par produire des résultats. Leur confiance ne repose pas sur la chance. Elle repose sur leur engagement. Cette manière de penser renforce considérablement leur résilience. Une mauvaise semaine ne remet pas en cause plusieurs années de progression. Un échec ponctuel ne détruit pas un projet construit avec patience. Les difficultés deviennent des étapes normales plutôt que des raisons d'abandonner. Enfin, lorsqu'une vision devient suffisamment précise, un phénomène étonnant apparaît. Notre attention commence à changer. Nous remarquons des livres que nous n'aurions jamais ouverts auparavant. Nous prêtons davantage attention à certaines conversations. Nous faisons des rencontres qui prennent soudain une importance particulière. Des occasions qui semblaient ordinaires deviennent des opportunités. Le monde n'a pas changé. C'est notre regard qui est devenu plus attentif. Lorsque nous savons exactement où nous voulons aller, notre esprit apprend naturellement à reconnaître tout ce qui peut nous rapprocher de cette destination. Et c'est précisément cette capacité à identifier les opportunités que nous explorerons dans le prochain chapitre. Chapitre 4, apprendre à voir ce que les autres ne remarquent pas. Les opportunités les plus précieuses sont rarement visibles au premier regard. Elles ne frappent pas à votre porte en annonçant qu'elles vont changer votre vie. Bien souvent, elles prennent la forme d'un contretemps, d'un besoin insatisfait, d'une difficulté récurrente ou d'un changement que la plupart des gens considèrent comme une menace. C'est précisément ce qui explique pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation sans obtenir le même résultat. L'une ne voit qu'un obstacle. L'autre y découvre le point de départ d'une nouvelle possibilité. La différence ne réside ni dans l'intelligence, ni dans la chance. Elle réside dans le regard. Beaucoup attendent que les circonstances deviennent favorables avant d'agir. Ils espèrent le bon moment, la bonne rencontre ou l'idée parfaite. Mais ceux qui construisent les plus grandes réussites savent une chose essentielle. Les occasions exceptionnelles naissent rarement dans des conditions exceptionnelles. Elles émergent souvent au cœur de situations ordinaires. Le monde est rempli de problèmes que des millions de personnes ont fini par accepter comme une fatalité. Pourtant, derrière chacun d'eux se cache une occasion de créer quelque chose de meilleur. Chaque frustration est une question qui attend sa réponse. Chaque difficulté est une invitation à innover. Chaque changement ouvre une porte que personne n'avait remarquée auparavant. Les personnes qui avancent dans la vie développent progressivement une habitude particulière, elles observent davantage qu'elles ne jugent. Lorsqu'elles rencontrent une situation imparfaite, elles ne cherchent pas immédiatement un responsable. Elles cherchent d'abord à comprendre. Au lieu de demander « Pourquoi est-ce ainsi ?», elles préfèrent se demander « Comment cela pourrait-il être amélioré ?» Cette simple question transforme leur manière de penser. Là où beaucoup voient une impasse, elles commencent déjà à imaginer plusieurs chemins possibles. Cette capacité n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est un entraînement. Comme un musicien affine son oreille ou un sportif développe ses réflexes, chacun peut entraîner son esprit à détecter des possibilités invisibles pour les autres. Tout commence par la curiosité. Les personnes curieuses prêtent attention aux détails que la majorité ignore. Elles remarquent les files d'attente interminables, les démarches compliquées, les services mal conçus, les besoins auxquels personne ne répond vraiment. Elles observent les habitudes. Elles écoutent les plaintes. Elles analysent les comportements. Elles cherchent constamment à comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent si mal alors qu'elles pourraient être beaucoup plus simples. Peu à peu, leur cerveau cesse de chercher uniquement des réponses. Il commence à repérer des occasions. Cette manière de penser peut être cultivée grâce à une habitude très simple, poser de meilleures questions. Pourquoi cette méthode existe-t-elle encore alors qu'elle semble inefficace? Qu'est-ce qui fait perdre autant de temps aux gens? Quelle solution rendrait cette expérience plus agréable? Que manque-t-il aujourd'hui que les personnes apprécieront demain? Les réponses n'apparaissent pas toujours immédiatement. Mais chaque question entraîne votre esprit à regarder au-delà des apparences. Avec le temps, vous cessez de subir votre environnement. Vous commencez à le comprendre, puis à l'améliorer. C'est à cet instant que naissent les véritables opportunités.
Celles-ci sont toujours liées à la valeur que vous apportez aux autres. Le succès durable ne consiste pas à recevoir davantage. Il consiste d'abord à offrir davantage. Chaque fois que vous simplifiez la vie d'une personne, que vous lui faites gagner du temps, que vous résolvez une difficulté ou que vous améliorez son quotidien, vous augmentez votre propre valeur. C'est une règle universelle. Les personnes les plus recherchées ne sont pas celles qui parlent le plus de leur qualité. Ce sont celles qui rendent les problèmes plus petits. Les opportunités apparaissent naturellement autour d'elles. Voilà pourquoi les personnes ambitieuses n'attendent pas qu'une idée parfaite tombe du ciel. Elles expérimentent. Elles testent. Elles échouent. Elles corrigent. Puis elles recommencent avec davantage d'expérience. Beaucoup d'idées semblent ordinaires au départ. Ce n'est qu'après des centaines d'améliorations qu'elles deviennent extraordinaires. L'histoire de nombreuses entreprises confirme cette réalité. Les services de location de logements entre particuliers sont nés parce que des voyageurs cherchaient une alternative plus abordable aux hôtels. Les applications permettant de commander des courses alimentaires se sont développées parce que les consommateurs voulaient gagner du temps. Les plateformes de téléconsultation médicale se sont imposées parce qu'il devenait difficile d'obtenir rapidement un rendez-vous. À chaque fois, le point de départ fut identique, un problème quotidien que tout le monde connaissait, mais que peu de personnes avaient décidé de résoudre. C'est pourquoi la résolution de problèmes représente l'une des compétences les plus précieuses que l'on puisse développer. Dans toutes les organisations, les personnes capables d'apporter des solutions deviennent rapidement indispensables. Un employé qui améliore un processus vaut davantage qu'un employé qui se contente d'exécuter des consignes. Un entrepreneur qui élimine une frustration gagne naturellement la confiance de ses clients. Un créateur qui répond à un besoin réel construit une audience fidèle. Le monde récompense ceux qui rendent les choses plus simples. Prenons l'exemple de Sarah Blackley. Alors qu'elle travaillait comme commerciale, elle constata qu'aucun sous-vêtement ne répondait réellement à ses attentes lorsqu'elle portait certains vêtements. Beaucoup de femmes vivaient la même frustration sans imaginer qu'une solution différente puisse exister. Elle, au contraire, décida de créer un produit entièrement nouveau. Les débuts furent difficiles. Elle investit ses économies, essuya de nombreux refus et dut convaincre des partenaires qui ne croyaient pas à son idée. Pourtant, cette simple observation donna naissance à une entreprise mondialement reconnue. Son succès n'est pas né d'un hasard exceptionnel. Il est né d'une question que presque personne ne s'était donné la peine de poser. Les opportunités fonctionnent souvent ainsi. Elles ne sont pas cachées parce qu'elles sont rares. Elles sont cachées parce que peu de personnes prennent réellement le temps d'observer. Pour développer ce regard, il faut également apprendre à accepter le changement. Le monde d'aujourd'hui évolue plus rapidement que jamais. Les technologies transforment nos habitudes. Les métiers se réinventent. Les marchés changent. Les besoins des consommateurs évoluent en permanence. Dans un tel environnement, rester immobile revient souvent à reculer. Les personnes qui réussissent ne s'attachent pas à une méthode. Elles s'attachent à leur objectif. Si une stratégie cesse de fonctionner, elles en cherchent une autre. Elles comprennent que la souplesse est une force, non une faiblesse. Imaginez un alpiniste gravissant une montagne. Un éboulement bloque soudainement le sentier prévu. Il pourrait abandonner. Mais il choisit plutôt d'étudier le terrain, d'emprunter un autre passage et de poursuivre son ascension. Son objectif reste identique. Seul le chemin change. La réussite suit exactement la même logique. Les personnes qui savent s'adapter découvrent souvent des possibilités invisibles pour ceux qui refusent de quitter leurs anciennes habitudes. Souvenez-vous enfin d'une vérité essentielle. Les opportunités ne sont pas réservées à une élite. Elles sont présentes chaque jour autour de nous. Dans une conversation, dans une critique, dans une erreur, dans une difficulté, dans une évolution de la société, dans une idée que tout le monde juge insignifiante. La plupart des gens passent devant sans les voir. D'autres choisissent de les observer, de les comprendre et d'agir. C'est cette différence, presque invisible au départ, qui finit par produire des résultats extraordinaires. Car un esprit entraîné ne voit pas seulement le monde tel qu'il est. Il commence à voir tout ce qu'il pourrait devenir. Et cette capacité devient encore plus puissante lorsqu'elle s'accompagne d'une qualité indispensable, le courage d'avancer malgré l'incertitude. C'est précisément cette force intérieure que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Chapitre 5,
Le plus grand combat se déroule dans votre esprit. Toutes les grandes victoires naissent deux fois. La première se produit dans l'esprit. La seconde seulement devient visible dans le monde. Avant qu'un rêve ne prenne forme, avant qu'un projet ne réussisse ou qu'un objectif ne soit atteint, une bataille silencieuse se livre chaque jour à l'intérieur de chacun de nous. Personne ne l'observe. Personne ne l'applaudit. Pourtant, c'est elle qui décide bien souvent de notre avenir. Cette bataille oppose deux voies. L'une nourrit le courage. L'autre alimente le doute. L'une rappelle tout ce que vous êtes capable d'accomplir. L'autre énumère sans relâche toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez échouer. Ces deux voies existent chez tout le monde. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent immobiles ne tient pas à l'absence de peur. Elle dépend simplement de la voie à laquelle ils choisissent de donner le plus de pouvoir. Beaucoup pensent que les circonstances déterminent le destin. En réalité, ce sont souvent les pensées qui précèdent les circonstances. Une même difficulté peut devenir une impasse pour l'un et un tremplin pour l'autre. Un refus peut être interprété comme une humiliation ou comme une invitation à progresser. Une erreur peut être vécue comme une fin ou comme le début d'une meilleure stratégie. Tout dépend de l'histoire que nous racontons à notre propre esprit. Notre cerveau est un interprète bien plus qu'un simple observateur. Il donne un sens aux événements. Et ce sens influence directement nos décisions. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas capable, votre esprit cherchera inconsciemment toutes les preuves qui confirment cette idée. À l'inverse, si vous adoptez la conviction que chaque compétence peut s'apprendre, chaque difficulté devient une occasion de grandir. Voilà pourquoi la confiance en soi ne consiste pas à croire que l'on ne tombera jamais. Elle consiste à savoir que, même après une chute, on sera capable de se relever. Cette nuance change tout. La confiance véritable n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle avance simplement, un pas après l'autre, même lorsque le chemin paraît incertain. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette confiance ne naît pas d'une pensée positive répétée devant un miroir. Elle se construit dans les actes. Chaque promesse tenue envers soi-même renforce le respect que l'on se porte. Chaque engagement honoré devient une preuve silencieuse que l'on peut compter sur soi. Et c'est précisément ainsi que se forge la véritable assurance. Imaginez un forgeron. Il ne façonne pas une lame solide en un seul coup de marteau. Il frappe encore et encore. Chaque impact paraît insignifiant pris isolément. Pourtant, c'est l'accumulation de ces gestes qui transforme un simple morceau de métal en une épée capable de résister aux plus fortes pressions. Le caractère humain obéit au même principe. Ce ne sont pas les grandes décisions qui nous transforment le plus. Ce sont les petites preuves répétées que nous nous donnons chaque jour. À mesure que cette confiance grandit, une autre qualité commence à apparaître, la maîtrise de soi. Dans les moments de calme, il est facile de prendre de bonnes décisions. Le véritable test survient lorsque les émotions prennent le dessus. La colère pousse à répondre trop vite. La peur incite à renoncer. L'impatience conduit à choisir des solutions immédiates plutôt que des résultats durables. Celui qui ne dirige pas ses émotions finit inévitablement par leur obéir. Or, une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement un signal. La peur peut révéler un risque réel. La colère peut mettre en lumière une injustice. La tristesse peut montrer ce qui compte véritablement pour nous. Le problème apparaît lorsque nous transformons ces signaux en ordre. La maîtrise émotionnelle consiste justement à créer un espace entre ce que nous ressentons et ce que nous décidons de faire. Dans cet espace se trouve notre liberté. Quelques secondes de réflexion suffisent parfois à changer complètement l'issue d'une situation. Une parole retenue évite une dispute. Une décision reportée évite une erreur. Une respiration profonde empêche une réaction que l'on regretterait plus tard. Les personnes qui inspirent le plus de respect ne sont pas celles qui réagissent le plus vite. Ce sont souvent celles qui savent rester calmes lorsque tout le monde perd son sang-froid. Le calme est une forme de puissance. Il ne fait pas disparaître les difficultés. Il permet simplement de les affronter avec davantage de lucidité. Cette lucidité devient indispensable lorsque la vie nous confronte à ses inévitables revers. Car aucun parcours n'est parfaitement linéaire. Même les plus grandes réussites sont jalonnées de détours, d'erreurs, de déceptions et de périodes d'incertitude. La question n'est donc pas de savoir si vous échouerez un jour. La véritable question est de savoir ce que vous déciderez de faire après cet échec.
C'est là que naît la résilience. La résilience n'efface pas la douleur. Elle empêche seulement cette douleur de devenir votre identité. Elle vous rappelle qu'un chapitre difficile ne résume jamais tout un livre. Chaque fois que vous choisissez de recommencer après une défaite, vous développez une force que personne ne peut acheter. L'histoire du colonel Harland Sanders en est une illustration remarquable. À un âge où beaucoup pensent que tout est déjà joué, il parcourait les routes avec une simple recette de poulet, convaincu qu'elle pouvait séduire des restaurateurs. Refus après refus, il poursuivit pourtant son chemin. Des centaines de portes se refermèrent devant lui avant que l'une d'elles ne s'ouvre enfin. Ce n'est pas son talent culinaire qui fit toute la différence. C'est sa capacité à ne pas laisser les refus définir sa valeur. Son histoire rappelle une vérité essentielle. Le monde finit souvent par récompenser ceux qui refusent d'abandonner avant que leurs efforts ne portent leurs fruits. La persévérance n'est pas de l'obstination aveugle. C'est la décision consciente de continuer à avancer tout en apprenant de ses erreurs. À mesure que vous renforcez votre esprit, vous découvrirez une réalité étonnante. Les défis qui vous semblaient autrefois insurmontables deviennent progressivement des situations ordinaires. Non parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Voilà le véritable progrès. Changez davantage que les circonstances elles-mêmes. Souvenez-vous enfin de ceci. Personne ne contrôle totalement les événements. En revanche, chacun peut apprendre à diriger son regard, ses pensées et ses réactions. Et lorsque vous maîtrisez ce territoire intérieur, il devient extrêmement difficile pour les circonstances extérieures de vous faire perdre votre direction. Car la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres. La plus grande victoire est de devenir plus fort que la personne que vous étiez hier. C'est cette discipline intérieure, construite jour après jour, qui prépare naturellement le prochain pilier de toute réussite durable, le pouvoir des habitudes quotidiennes, ces gestes presque invisibles qui finissent, avec le temps, par transformer une vie entière. Chapitre 6 ou les habitudes invisibles qui façonnent les grandes destinées. Nous passons souvent notre vie à attendre un tournant décisif. Le jour où tout changera. Le jour où nous serons enfin prêts. Le jour où une occasion exceptionnelle bouleversera notre existence. Pourtant, la réalité est beaucoup plus discrète. La plupart des destins ne changent pas en un instant. Ils changent lentement, presque silencieusement, au fil des journées qui semblent se ressembler. Pendant que nous rêvons de grands bouleversements, notre avenir est déjà en train de s'écrire. Non pas grâce à des décisions extraordinaires, mais à travers les habitudes les plus ordinaires. Chaque matin où vous choisissez d'apprendre plutôt que de procrastiner. Chaque soir où vous décidez d'avancer, même d'un seul pas. Chaque fois que vous respectez un engagement pris envers vous-même. Ces instants paraissent insignifiants. Pourtant, ils construisent une vie. Imaginez un immense navire traversant l'océan. Si son capitaine modifie son cap d'un seul degré, personne à bord ne remarquera la différence. Les passagers continueront leur voyage sans percevoir le moindre changement. Mais après plusieurs milliers de kilomètres, ce minuscule ajustement conduira le navire vers un continent entièrement différent. Nos habitudes fonctionnent exactement de cette manière. Elles semblent presque sans importance aujourd'hui. Mais elles décident silencieusement de l'endroit où nous arriverons demain. C'est là que beaucoup se trompent. Ils surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une semaine. Et sous-estiment profondément ce qu'ils peuvent construire en 5 ans. Ils veulent des résultats immédiats. Ils abandonnent lorsque les progrès restent invisibles. Pourtant, les transformations les plus profondes commencent toujours sous la surface. Personne ne voit les racines d'un arbre grandir. Pendant longtemps, rien ne semble changer. Puis un jour, le tronc devient plus solide, les branches s'étendent et l'arbre domine désormais la forêt. Ce que l'on admire à la fin est simplement le résultat d'une croissance que personne n'avait remarquée. La réussite suit exactement cette logique. Avant d'être spectaculaire, elle est invisible. Voilà pourquoi les habitudes possèdent une force que la motivation n'aura jamais. La motivation est une émotion. Elle apparaît. Elle disparaît. Elle dépend de notre humeur, de notre énergie ou des circonstances. Les habitudes, elles, continuent d'agir même lorsque l'envie n'est plus là. Elles prennent le relais lorsque la volonté s'essouffle. Les personnes qui réussissent ne gagnent pas parce qu'elles sont constamment motivées. Elles gagnent parce qu'elles ont organisé leur quotidien de manière à rendre les bonnes décisions presque automatiques. Elles n'attendent pas de ressentir l'envie de lire.
Le livre est déjà ouvert. Elles n'attendent pas le moment parfait pour travailler sur leurs objectifs. L'heure est déjà réservée dans leur agenda. Elles ne négocient plus avec leurs bonnes habitudes. Elles les protègent comme on protège un rendez-vous important. C'est précisément cela, la discipline. Non pas une prison, mais une architecture. Une manière de construire une vie où les bonnes décisions deviennent les plus faciles à prendre. La véritable discipline ne retire pas la liberté. Elle la crée. Elle libère du regret. Elle libère du désordre. Elle libère du sentiment de toujours recommencer à zéro. Chaque habitude est une promesse silencieuse adressée à votre futur. Lorsque vous économisez une petite somme, vous remerciez la personne que vous serez demain. Lorsque vous lisez quelques pages, vous investissez dans votre intelligence future. Lorsque vous prenez soin de votre santé, vous préparez des années que vous n'avez pas encore vécues. Aucune de ces décisions ne semble spectaculaire. Pourtant, elles changent tout. Le danger réside ailleurs. Les mauvaises habitudes utilisent exactement le même mécanisme. Elles aussi avancent en silence. Une heure perdue paraît anodine. Une dépense inutile semble sans conséquence. Un objectif repoussé au lendemain paraît inoffensif. Mais le temps ne fait aucune différence entre une bonne habitude et une mauvaise. Il amplifie simplement ce que vous répétez. Les intérêts composés ne concernent pas uniquement l'argent. Ils gouvernent également notre santé, notre savoir, notre caractère, notre réputation, nos relations. Chaque journée dépose un nouvel intérêt sur le compte de nos habitudes. La question est simple. Êtes-vous en train d'accumuler une richesse ou une dette? Le parcours de Benjamin Franklin illustre admirablement cette idée. Jeune homme, il comprit que les grandes réussites ne reposaient pas sur des exploits exceptionnels, mais sur la qualité des comportements quotidiens. Il établit une liste de vertus qu'il souhaitait développer et observait chaque soir ses progrès avec honnêteté. Jour après jour, il corrigeait de petits défauts, améliorait son organisation et cultivait son goût pour l'apprentissage. Aucune de ces journées ne semblait historique. Pourtant, leur accumulation façonna progressivement l'un des esprits les plus influents de son époque. Son secret n'était pas un talent inaccessible. C'était une remarquable fidélité envers de petites actions répétées. C'est sans doute la vérité la plus rassurante de ce chapitre. Vous n'avez pas besoin de transformer votre existence en une nuit. Vous n'avez pas besoin d'attendre une motivation exceptionnelle. Vous n'avez même pas besoin d'être parfait. Il vous suffit de choisir une habitude suffisamment simple pour pouvoir la répéter demain, puis après-demain, puis la semaine suivante, et encore le mois prochain. Car ce n'est jamais une journée qui transforme une vie. C'est l'accumulation de journées bien vécues. Souvenez-vous enfin de ceci. Chaque habitude est un vote. À chaque décision, vous choisissez discrètement la personne que vous êtes en train de devenir. Vous ne bâtissez pas seulement un résultat. Vous bâtissez une identité. Et lorsque cette identité repose sur des habitudes solides, les résultats finissent toujours par suivre. Le succès n'est alors plus un événement exceptionnel. Il devient la conséquence naturelle de la manière dont vous vivez chaque journée. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons qu'une autre qualité distingue ceux qui construisent des réussites durables, savoir attendre lorsque tout pousse à agir trop vite, mais savoir aussi prendre des risques lorsque le moment est enfin venu. Chapitre 7. Le pouvoir de ceux qui savent attendre. Il existe une question qui révèle souvent la direction qu'une vie est en train de prendre. Préférez-vous une petite récompense aujourd'hui, ou une récompense bien plus grande demain? À première vue, cette question paraît anodine. Pourtant, elle influence presque toutes les grandes décisions d'une existence. Elle détermine la manière dont nous utilisons notre argent, notre temps, notre énergie, nos relations, et parfois même notre avenir. Nous vivons à une époque où presque tout est devenu instantané. Quelques secondes suffisent pour obtenir une information. Quelques clics permettent d'acheter ce que l'on désire. Quelques minutes effacent l'attente qui faisait autrefois partie du quotidien. Cette rapidité a rendu la vie plus confortable. Mais elle nous a également appris à attendre de moins en moins. Or, les choses les plus précieuses refusent d'obéir à cette logique. On ne construit pas une réputation en une semaine. On ne développe pas une expertise en quelques jours. On ne gagne pas la confiance des autres par un seul geste. Les racines profondes ont toujours besoin de temps. C'est pourquoi la réussite ressemble davantage à une saison qu'à un événement.
Le printemps ne demande jamais à l'hiver d'aller plus vite. L'arbre ne tire pas sur ses branches pour accélérer sa croissance. La rivière ne lutte pas contre le temps. La nature progresse sans précipitation, mais elle ne cesse jamais d'avancer. Les plus grandes réussites humaines suivent souvent cette même règle. Ceux qui bâtissent quelque chose de durable comprennent une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Le temps n'est pas un obstacle. Le temps est un partenaire. La majorité des personnes évaluent leur progrès à l'échelle d'une journée, parfois d'une semaine. Elles commencent un projet avec enthousiasme. Puis, quelques jours plus tard, elles se demandent pourquoi rien n'a encore changé. Elles oublient qu'il existe des résultats qui grandissent longtemps avant de devenir visibles. Le tailleur de pierre le sait mieux que quiconque. Il frappe un énorme bloc des dizaines de fois. Rien ne semble se produire. Puis, soudainement, la roche se fend. Le dernier coup n'a pourtant pas accompli ce miracle à lui seul. Il n'a fait que révéler le travail silencieux de tous ceux qui l'ont précédé. La vie fonctionne souvent de cette manière. Chaque effort laisse une trace invisible. Chaque journée prépare la suivante. Et ce que nous appelons parfois « réussite soudaine » n'est bien souvent que l'aboutissement d'un travail que personne n'avait remarqué. C'est précisément pour cette raison que les personnes les plus performantes savent renoncer à certaines satisfactions immédiates. Elles ne le vivent pas comme un sacrifice. Elles le considèrent comme un échange. Elles abandonnent un plaisir éphémère contre une liberté plus durable. Quelques heures d'apprentissage contre plusieurs années d'opportunités. Quelques dépenses évitées contre une sécurité financière future. Quelques mois de persévérance contre une carrière plus riche de sens. Leur regard porte toujours un peu plus loin que celui des autres. Cette capacité à penser dans le temps long change profondément notre manière de prendre des décisions. Chaque choix cesse d'être une simple réaction au présent. Il devient une conversation avec notre avenir. Avant d'agir, une question apparaît naturellement. Cette décision améliorera-t-elle seulement ma journée, ou aussi ma vie ? Il existe cependant une confusion fréquente. Attendre ne signifie pas rester immobile. L'inaction n'a jamais produit de récolte. La patience véritable est une forme d'activité. Elle consiste à poursuivre les bons efforts même lorsque les récompenses refusent encore de se montrer. Imaginez un horloger assemblant un mécanisme d'une extrême précision. Chaque pièce paraît insignifiante. Pourtant, il sait qu'une seule erreur empêchera l'ensemble de fonctionner. Alors il avance lentement, avec rigueur, avec méthode. Non parce qu'il aime perdre du temps, mais parce qu'il refuse de compromettre des années de travail pour quelques minutes gagnées. La réussite exige souvent cette même précision. L'impatience, au contraire, pousse à rechercher des raccourcis. Or les raccourcis possèdent une étrange habitude. Ils allongent presque toujours le voyage. Combien de personnes abandonnent une compétence parce qu'elles n'ont pas progressé assez vite ? Combien changent constamment d'objectifs avant d'avoir laissé le temps à leurs efforts de produire leurs effets ? Combien poursuivent une promesse de richesse rapide pour perdre ce qu'elles avaient patiemment construit ? La vitesse séduit. La constance transforme. Cela ne signifie pas qu'il faille éviter toute prise de risque. Sans risque, il n'existe ni découverte, ni innovation, ni véritable progrès. Mais les personnes qui réussissent distinguent deux formes de courage. Le premier saute sans regarder. Le second observe, prépare son élan, puis saute au bon moment. Le premier espère. Le second construit. Cette différence paraît subtile. Elle change pourtant des vies entières. Avec le temps, cette manière de penser finit par transformer notre rapport aux ressources. L'argent n'est plus seulement une dépense. Le temps n'est plus seulement une succession d'heures. L'énergie n'est plus seulement un effort. Tout devient un investissement. Chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque relation entretenue, chaque heure bien utilisée devient une graine dont les fruits apparaîtront parfois des années plus tard. Les personnes pressées cherchent des récompenses. Les personnes patientes construisent des sources de récompenses. Voilà toute la différence. Souvenez-vous enfin de cette vérité. Le monde récompense rarement ceux qui veulent tout obtenir immédiatement. Il récompense bien plus souvent ceux qui acceptent de construire lentement ce que le temps rendra impossible à détruire. Car la véritable réussite ne consiste pas à arriver vite. Elle consiste à arriver suffisamment solide pour y rester. Et pour protéger ce que le temps nous aide à bâtir, une qualité devient indispensable,
la capacité de préserver son attention dans un monde qui cherche constamment à la disperser. C'est cette maîtrise de la concentration que nous explorerons dans le prochain chapitre. Chapitre 8, là où va votre attention, votre vie finit toujours par suivre. Imaginez que quelqu'un vous remette chaque matin un coffre rempli d'or. Vous pourriez en utiliser une partie, l'investir, le gaspiller, ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais une seule règle serait imposée. À la tombée de la nuit, tout ce qui n'aurait pas été utilisé disparaîtrait définitivement. Vous réfléchiriez probablement avec beaucoup plus d'attention à chaque dépense. Pourtant, c'est exactement ce qui se produit chaque jour. Simplement, ce coffre ne contient pas de l'or. Il contient votre attention. Nous parlons souvent du temps comme de notre ressource la plus précieuse. En réalité, le temps n'est qu'un contenant. L'attention en est le contenu. Deux personnes peuvent disposer de la même heure. L'une l'utilise pour créer, l'autre pour se distraire. À la fin de cette heure, elles auront toutes deux perdu exactement 60 minutes. Mais elles n'auront pas construit la même vie. Car ce n'est jamais le temps qui façonne notre avenir. C'est la manière dont nous l'habitons. Notre attention est l'endroit où notre existence prend forme. Elle nourrit ce qui grandit. Elle renforce ce qu'elle répète. Elle donne de la valeur à ce qu'elle éclaire. Et tout ce qu'elle abandonne finit lentement par disparaître. Voilà pourquoi chaque instant d'attention est en réalité un acte de création. Le monde moderne l'a parfaitement compris. La véritable richesse des grandes entreprises numériques n'est pas uniquement la technologie qu'elles développent. C'est le temps qu'elles réussissent à retenir dans l'esprit de millions de personnes. Chaque notification, chaque vidéo suggérée, chaque défilement infini, chaque alerte, tout est pensé pour répondre à une seule question. Comment garder votre regard quelques secondes de plus? Ces secondes semblent insignifiantes. Mais les secondes deviennent des minutes. Les minutes deviennent des heures. Les heures deviennent des années. Et, sans même nous en apercevoir, une partie de notre vie s'est écoulée au service des objectifs de quelqu'un d'autre. Il existe une vérité que peu de personnes acceptent volontiers. Chaque fois que vous accordez votre attention à quelque chose, vous payez avec une partie de votre existence. Aucune monnaie n'est plus précieuse. L'argent perdu peut être regagné. Une erreur peut être corrigée. Une compétence oubliée peut être réapprise. Mais une heure d'attention dissipée ne reviendra jamais. C'est pourquoi les personnes qui accomplissent de grandes choses sont rarement celles qui possèdent davantage de temps. Elles protègent simplement beaucoup mieux leur attention. Elles comprennent qu'un « oui » est toujours accompagné d'un « non ». Dire oui à une distraction revient souvent à dire non à un projet. Dire oui à l'urgence permanente revient parfois à dire non à ce qui est réellement important. La réussite dépend moins de ce que nous acceptons de faire que de ce que nous choisissons d'ignorer. Cette idée paraît simple. Pourtant, elle transforme profondément une existence. Car la dispersion possède un pouvoir étrange. Elle ne détruit pas brutalement. Elle affaiblit lentement. Une interruption paraît anodine. Puis une autre. Puis une troisième. À la fin de la journée, nous avons été occupés sans avoir réellement avancé. L'esprit humain ressemble à une loupe. Lorsque la lumière est dispersée, elle éclaire tout, sans rien transformer. Lorsqu'elle est concentrée en un seul point, elle peut produire une chaleur capable d'enflammer le bois. Notre attention fonctionne exactement de la même manière. Plus elle est dispersée, moins elle possède de puissance. Plus elle est concentrée, plus elle devient créatrice. Voilà pourquoi les personnes les plus performantes ne cherchent pas à remplir chaque minute. Elles cherchent à préserver des espaces où leur esprit peut travailler sans être interrompu. Elles comprennent qu'une idée importante demande souvent du silence. Qu'une décision juste exige du recul. Qu'une œuvre de qualité réclame une présence totale. Le véritable luxe de notre époque n'est plus de posséder davantage d'informations. Nous en recevons déjà beaucoup trop. Le véritable luxe est de pouvoir réfléchir sans être interrompu. Celui qui protège sa concentration possède un avantage que peu de gens remarquent. Il pense plus profondément. Il apprend plus rapidement. Il décide avec davantage de lucidité. Et surtout, il crée davantage de valeur. La plupart des personnes passent leur journée à répondre aux sollicitations des autres. Les plus accomplis consacrent une partie de leur journée à répondre aux questions qu'elles se posent elles-mêmes. Cette différence paraît presque invisible. Elle finit pourtant par produire deux vies très différentes.
Prenons l'exemple de Maya. Lorsqu'elle débuta comme graphiste indépendante, elle croyait que répondre immédiatement à chaque message faisait partie de son professionnalisme. Ses journées étaient remplies d'interruptions. Ses créations demandaient toujours plus de temps. Et son énergie semblait disparaître avant même la fin de l'après-midi. Puis elle adopta une règle étonnamment simple. Les 2 premières heures de chaque matin appartiendraient uniquement à son travail de création. Aucun téléphone. Aucune messagerie. Aucune distraction. Au début, ce changement lui sembla presque insignifiant. Quelques mois plus tard, il avait transformé toute son activité. Ses projets étaient meilleurs. Ses clients étaient plus satisfaits. Ses revenus augmentaient sans qu'elle travaille davantage. Elle n'avait pas trouvé plus de temps. Elle avait retrouvé son attention. Et c'est souvent ainsi que commencent les plus grandes transformations. Non par une révolution, mais par la décision de protéger ce qui compte vraiment. Souvenez-vous enfin de cette vérité. Votre avenir ne sera jamais construit par les quelques instants où vous étiez motivé. Il sera construit par ce qui a reçu, jour après jour, la meilleure part de votre attention. Car nous devenons rarement ce que nous désirons. Nous devenons presque toujours ce que nous contemplons le plus longtemps. Choisissez donc votre attention avec autant de soin que vous choisiriez la direction de toute votre vie. En réalité, ces 2 choix n'en forment qu'un seul. Et lorsque vous reprenez pleinement possession de votre attention, une conséquence naturelle apparaît. Vous cessez d'accuser les circonstances et commencez à assumer la responsabilité de votre propre destinée. C'est cette ultime étape que nous explorerons dans le prochain chapitre. Chapitre 9, personne ne viendra. Il existe une vérité que beaucoup passent leur vie à éviter. Au début, elle paraît dure, presque décourageante. Puis, un jour, on comprend qu'elle est en réalité l'une des plus grandes sources de liberté. Cette vérité est simple. Personne ne viendra. Personne ne viendra vous offrir le moment parfait. Personne ne viendra réparer toutes les erreurs du passé. Personne ne viendra vivre votre vie à votre place. Et c'est précisément ce qui rend votre avenir encore possible. Nous grandissons souvent avec l'idée qu'un jour, tout finira par s'arranger. Qu'une rencontre changera tout. Qu'une opportunité apparaîtra. Qu'un supérieur nous remarquera. Qu'un investisseur croira en notre projet. Qu'un proche comprendra enfin nos efforts. Nous attendons parfois si longtemps que l'attente devient une manière de vivre. Pourtant, la vie récompense rarement ceux qui attendent. Elle récompense davantage ceux qui commencent. Le jour où vous cessez d'attendre qu'une autre personne transforme votre existence est le jour où vous reprenez les clés de votre destin. À partir de cet instant, votre regard change. Vous ne demandez plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Vous demandez « Que puis-je construire à partir de cela ?» Cette question paraît presque insignifiante. Elle est pourtant capable de modifier toute une vie. Car 2 personnes peuvent traverser exactement la même tempête sans arriver au même rivage. L'une passe son temps à compter les vagues. L'autre apprend à tenir la barre. Les circonstances sont identiques. L'attitude ne l'est pas. Voilà pourquoi la responsabilité est si souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle consiste à porter le poids de tout ce qui arrive. Ce n'est pas cela. Être responsable ne signifie pas être coupable. Cela signifie reconnaître que, même lorsque nous ne choisissons pas les événements, nous pouvons toujours choisir notre réponse. Et cette réponse devient, avec le temps, notre véritable identité. Imaginez un jardin. Vous n'avez pas choisi la météo. Vous ne contrôlez ni le vent, ni la pluie, ni les saisons. Mais vous choisissez chaque jour une chose essentielle. Vous entretenez votre jardin ou vous l'abandonnez. Si des mauvaises herbes apparaissent, les accuser ne changera rien. Elles continueront de pousser. Le seul pouvoir qui vous appartient est celui de prendre les outils et de commencer à agir. La vie fonctionne de la même manière. Se plaindre est parfois légitime. Mais cela ne transforme jamais un terrain en récolte. L'action, si. C'est pourquoi les personnes qui avancent ne passent pas leur temps à rechercher des responsables. Elles recherchent des leviers. Elles savent que l'énergie consacrée aux excuses ne peut plus servir à construire des solutions. Chaque minute passée à désigner un coupable est une minute qui ne prépare pas demain. À l'inverse, chaque petite action, même imparfaite, redonne immédiatement une partie du pouvoir que nous croyions avoir perdu. Il existe d'ailleurs une étrange illusion. Nous pensons souvent que la confiance vient avant l'action.
Comme s'il fallait d'abord être certain de réussir avant d'oser commencer. La réalité fonctionne presque toujours à l'inverse. Le bébé n'attend pas d'avoir confiance pour apprendre à marcher. Il tombe. Il recommence. Il tombe encore. Puis un jour, sans même s'en apercevoir, il marche. La confiance n'a pas créé le mouvement. Le mouvement a créé la confiance. Toute la vie fonctionne selon cette logique. Les personnes les plus admirées ne sont pas celles qui n'ont jamais douté. Ce sont celles qui ont continué malgré leurs doutes. Chaque décision courageuse laisse une trace invisible. Chaque difficulté traversée élargit notre capacité à affronter la suivante. Peu à peu, nous cessons de croire en nous parce que quelqu'un nous encourage. Nous croyons en nous parce que nous avons accumulé des preuves. Et aucune preuve n'est plus convaincante que l'action. Il existe une autre erreur très répandue. Nous voulons souvent changer les autres avant de nous transformer nous-mêmes. Nous aimerions que notre entourage soit plus compréhensif. Que notre entreprise fonctionne autrement. Que notre famille change. Que la société soit différente. Ces souhaits sont humains. Mais ils nous enferment parfois dans une attente sans fin. Le philosophe grec Épictète enseignait déjà une idée qui traverse les siècles. Certaines choses dépendent de nous. D'autres non. Toute notre sagesse consiste à reconnaître la différence. Car vouloir contrôler ce qui nous échappe revient à lutter contre les marées. En revanche, apprendre à gouverner ses pensées, ses habitudes et ses décisions transforme silencieusement toute une existence. La véritable puissance n'est donc pas de contrôler le monde. Elle est de ne plus être contrôlée par lui. L'histoire de Sophia illustre parfaitement cette vérité. Pendant plusieurs années, elle rêvait de créer son entreprise. Elle possédait des idées, des compétences, de l'envie, mais aussi une longue liste de raisons d'attendre. Le bon moment, davantage d'argent, plus d'expérience, le soutien de son entourage. Un jour, elle réalisa que cette liste ne finirait jamais. Chaque obstacle disparu serait remplacé par un autre. Alors elle prit une décision simple. Commencer avec ce qu'elle possédait déjà. Ses premiers mois furent loin d'être parfaits. Elle commit des erreurs. Elle changea plusieurs fois de stratégie. Elle connut des périodes de doute. Mais chaque difficulté lui apprenait quelque chose qu'aucun livre n'aurait pu lui enseigner. Quelques années plus tard, son entreprise existait. Non parce que les conditions étaient devenues parfaites, mais parce qu'elle avait cessé de les attendre. Voilà ce que la responsabilité produit réellement. Elle transforme les victimes des circonstances en bâtisseurs de solutions. Elle ne promet pas une vie sans difficulté. Elle promet quelque chose de bien plus précieux. La certitude que, quelles que soient les épreuves, vous conserverez toujours le pouvoir de choisir votre prochaine action. Et cette idée change tout. Parce qu'à partir du moment où vous reprenez la responsabilité de votre avenir, chaque journée redevient une possibilité. Chaque erreur devient une leçon. Chaque obstacle devient un entraînement. Chaque échec devient une étape. Vous cessez de demander à la vie d'être plus facile. Vous décidez de devenir plus solide. Retenez enfin cette vérité. Le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse acquérir n'est ni la richesse, ni le talent, ni la reconnaissance. C'est la conviction profonde qu'il peut toujours agir sur ce qui dépend de lui. Car celui qui attend que le monde change reste prisonnier des circonstances. Celui qui choisit de changer sa manière d'agir reprend doucement le contrôle de son destin. Au fond, la responsabilité n'est pas un poids que l'on porte. C'est une porte que l'on ouvre. Et derrière cette porte se trouve la plus grande liberté qui soit, celle de comprendre que, même si vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive, vous pouvez toujours décider de la personne que vous choisirez de devenir. C'est cette décision, renouvelée jour après jour, qui transforme une existence ordinaire en une vie construite avec intention. Et lorsqu'on comprend que l'on est responsable de son évolution, une évidence apparaît. La seule manière d'honorer cette responsabilité est de ne jamais cesser d'apprendre. Car celui qui continue à grandir ne cesse jamais vraiment d'avancer. Chapitre 10, celui qui apprend reste en avance sur le monde. Il existe une erreur silencieuse que beaucoup commettent sans jamais s'en rendre compte. Ils pensent que le monde fonctionne comme une bibliothèque. Un endroit où l'on peut accumuler du savoir une fois pour toutes, puis s'y référer toute sa vie. Apprendre, dans cette vision, est un effort temporaire. Un passage. Une étape. Puis vient le moment où l'on sait assez. Et où l'on croit pouvoir enfin ralentir.
Mais le monde n'a jamais accepté cette logique. Il ne conserve pas les règles. Il les met à jour. Constamment. Ce qui était une force hier devient une habitude aujourd'hui. Et ce qui était suffisant aujourd'hui devient une faiblesse demain. Ainsi, une vérité s'impose sans bruit. Ce n'est pas le savoir qui compte le plus, mais la vitesse à laquelle il se renouvelle. Le monde ne récompense plus ceux qui savent. Il récompense ceux qui restent capables de ne pas cesser d'apprendre. C'est une différence subtile en apparence, mais radicale dans ses conséquences. On imagine souvent l'apprentissage comme une accumulation. Plus on avance, plus on empile. Plus on réussit, plus on maîtrise. Mais dans la réalité, l'apprentissage ressemble moins à une bibliothèque qu'à un système vivant. Quelque chose qui respire, qui se transforme, qui doit constamment se réorganiser pour rester utile. C'est pour cela que certaines personnes semblent progresser sans effort apparent. Elles ne retiennent pas seulement des informations. Elles savent les remplacer. Elles ne s'accrochent pas à ce qu'elles ont appris. Elles acceptent de le remettre en question. Et cette souplesse devient un avantage invisible. Un esprit figé fonctionne comme une photographie. Il capture un instant du monde et le confond avec la réalité entière. Un esprit en apprentissage continu fonctionne comme un miroir en mouvement. Il ne cherche pas à fixer le monde. Il cherche à le suivre. Pendant longtemps, l'école a laissé croire que la fin de l'apprentissage était normale. Qu'il existait un moment où l'on terminait de se former. Mais la vie réelle n'a jamais validé cette promesse. Elle ne s'arrête jamais pour laisser les certitudes se reposer. Ainsi, une autre forme d'intelligence devient essentielle. Non pas la capacité à mémoriser, mais la capacité à désapprendre et réapprendre. À laisser partir ce qui n'est plus utile, pour accueillir ce qui devient nécessaire. C'est cette flexibilité intérieure qui distingue ceux qui s'adaptent de ceux qui résistent. Les premiers avancent avec le monde. Les seconds essaient de le ralentir. Mais le monde ne ralentit jamais. L'apprentissage continu ne se manifeste pas toujours de manière visible. Il n'a pas de bruit. Pas de reconnaissance immédiate. Pas de récompense instantanée. Il agit en profondeur, comme des racines qui se développent dans le silence. Et un jour, ces racines soutiennent une structure que rien ne peut facilement renverser. Prenons l'exemple d'un artisan. Au début, il apprend des gestes. Ensuite, il apprend des techniques. Puis il apprend à reconnaître les erreurs invisibles. Mais les meilleurs artisans franchissent une étape supplémentaire. Ils comprennent que leur plus grande compétence n'est pas ce qu'ils savent faire. C'est leur capacité à apprendre de ce qu'ils ne savent pas encore faire. Cette logique dépasse largement les métiers manuels. Elle s'applique à toute forme de réussite durable. Dans les entreprises, dans la pensée, dans la création, dans la prise de décision. Car chaque domaine suit la même règle invisible. Ce qui cesse d'évoluer finit par perdre sa place. Il existe donc deux types de personnes. Celles qui adaptent leur savoir au monde. Et celles qui tentent d'adapter le monde à leur savoir. Les premières avancent naturellement. Les secondes s'épuisent progressivement. L'un des plus grands malentendus modernes est de croire que la connaissance protège. En réalité, seule la connaissance qui continue de se transformer protège. Tout le reste devient rapidement un souvenir utile, mais insuffisant. C'est pourquoi les individus les plus solides ne sont pas ceux qui savent le plus. Ce sont ceux qui apprennent sans résistance, sans ego, sans attachement excessif à leur version précédente d'eux-mêmes. Un exemple moderne illustre parfaitement cette idée, Satya Nadella. Lorsqu'il a dirigé Microsoft, il n'a pas cherché à imposer une vision figée. Il a introduit une culture où l'on devait redevenir étudiant, même après avoir réussi. Une entreprise entière a dû réapprendre à apprendre. Et c'est précisément cette transformation invisible qui a rendu possible sa renaissance. Mais cette vérité dépasse largement les organisations. Elle concerne chaque individu. Car apprendre vite ne signifie pas courir après l'information. Cela signifie rester suffisamment humble pour accepter que l'on ne sait jamais assez longtemps. Et suffisamment attentif pour transformer chaque expérience en compréhension. Avec le temps, quelque chose change profondément. On cesse de chercher à être certain. Et on commence à chercher à être adaptable. La certitude rassure. Mais l'adaptabilité libère. Dans un monde stable, la certitude est un avantage.
Dans un monde qui change, elle devient un risque. C'est pourquoi la véritable question n'est plus « Qu'est-ce que je sais ?» mais « À quelle vitesse puis-je apprendre ce que je ne sais pas encore ?» Et la réponse à cette question détermine silencieusement presque tout le reste. Les opportunités que vous percevez, les problèmes que vous comprenez, les portes que vous êtes capable d'ouvrir. Car le monde ne s'arrête pas pour attendre ceux qui ont pris du retard. Mais il s'aligne naturellement avec ceux qui continuent d'évoluer. Souvenez-vous enfin de ceci. Il n'existe aucune position stable dans un monde instable. Seulement deux mouvements possibles. Apprendre ou devenir dépassé. Et ceux qui restent en avance ne sont jamais ceux qui ont tout compris. Ce sont ceux qui ont accepté de ne jamais avoir fini d'apprendre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment transformer cette capacité d'apprentissage en action concrète, en passant de la compréhension à la réalisation. Chapitre 11, pensez comme quelqu'un qui construit la richesse. La richesse ne commence jamais dans un compte bancaire. Elle commence dans un endroit beaucoup plus silencieux. L'esprit. Avant d'être visible, elle est pensée. Avant d'être accumulée, elle est imaginée. Et avant d'être une réalité financière, elle est une manière de voir le monde. C'est pour cela que deux personnes peuvent gagner la même somme d'argent et pourtant construire deux destins complètement différents. L'un devient plus libre. L'autre reste sous pression. La différence n'est presque jamais le montant. C'est la manière de penser ce montant. Beaucoup imaginent la richesse comme un point d'arrivée. Un salaire élevé. Une entreprise prospère. Un investissement réussi. Mais dans la réalité, ces résultats ne sont que des conséquences. La cause est ailleurs. Elle se trouve dans la façon dont une personne comprend la valeur, le temps et les choix. Pour certaines personnes, l'argent est une fin. Pour d'autres, c'est un langage. Un outil qui traduit des décisions en possibilités. Une ressource qui transforme des idées en actions. Un moyen de créer des options là où il n'y en avait pas. Ceux qui construisent une véritable stabilité financière ne pensent pas d'abord « avoir plus ». Ils pensent à « mieux utiliser ». Mieux utiliser ce qu'ils gagnent. Mieux utiliser ce qu'ils apprennent. Mieux utiliser ce qu'ils possèdent déjà. C'est ici qu'apparaît une différence invisible mais déterminante. Deux personnes peuvent avoir les mêmes revenus. L'une cherche à augmenter son niveau de consommation. L'autre cherche à augmenter son niveau de liberté. La première question qu'une personne financièrement consciente se pose n'est pas « Qu'est-ce que je peux acheter ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cet argent peut me permettre de devenir ?» Ce changement est subtil, mais il modifie entièrement la trajectoire d'une vie. Car ce que vous faites de votre argent finit toujours par refléter ce que vous croyez sur votre avenir. Il existe une forme de pauvreté plus silencieuse que le manque d'argent. C'est la pauvreté de perspective. Elle pousse à croire que les ressources sont toujours limitées, que le succès des autres réduit vos propres chances, que la sécurité dépend de la chance plutôt que de la construction. À l'inverse, une mentalité d'abondance ne nie pas les contraintes. Elle refuse simplement de les transformer en prison mentale. Elle part du principe que la valeur peut être créée, que les compétences peuvent être développées, et que les opportunités apparaissent souvent chez ceux qui apprennent à les reconnaître. Cette différence de perception change profondément le comportement. Là où certains voient une dépense, d'autres voient un investissement. Là où certains voient un coût, d'autres voient une compétence. Là où certains voient une perte immédiate, d'autres voient une croissance future. Mais la richesse ne dépend pas uniquement de la manière de penser. Elle dépend aussi de la manière de gérer. C'est là qu'intervient une forme plus silencieuse d'intelligence, la discipline financière. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent. Peu savent le transformer en stabilité. Non pas par manque de revenus, mais par manque de structure. La règle la plus simple est souvent la plus négligée. Gagner plus ne suffit pas. Il faut également garder une partie de ce que l'on gagne. Et apprendre à le protéger du court terme. Car le court terme est toujours plus bruyant que le long terme. Il promet du confort immédiat, alors que le long terme demande de la patience et du renoncement temporaire. Les personnes qui construisent quelque chose de solide ne sont pas celles qui prennent les décisions les plus spectaculaires. Ce sont celles qui répètent des décisions simples suffisamment longtemps. Une petite somme épargnée régulièrement. Une compétence développée chaque année. Une décision réfléchie là où d'autres réagissent impulsivement.
Pris isolément, ces choix semblent insignifiants. Mais accumulés, ils deviennent une architecture. Une structure invisible qui soutient toute une vie. C'est ainsi que fonctionne un principe fondamental de la réalité. La croissance ne se produit presque jamais de manière brutale. Elle se construit par accumulation. Ce que l'on appelle parfois « réussite soudaine » est souvent une lente construction devenue visible. Comme une montagne qui émerge après des années d'érosion silencieuse. Une autre erreur fréquente consiste à croire que l'argent est le centre du jeu. Il ne l'est pas. Le véritable centre, c'est la valeur. Ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Ce que vous êtes capable de résoudre. Ce que vous êtes capable de simplifier ou d'améliorer. L'argent ne circule pas vers ceux qui en font une obsession. Il circule vers ceux qui créent quelque chose d'utile, de fiable ou de nécessaire. C'est pourquoi les personnes qui développent leur richesse de manière durable ne se concentrent pas uniquement sur le revenu. Elles se concentrent sur leur capacité à devenir plus utiles avec le temps. Un exemple moderne de cette logique est Ramy Sethi. Son travail ne s'est pas construit sur des promesses rapides, mais sur une idée simple. Rendre la compréhension de l'argent plus claire, plus pratique et plus applicable. Plutôt que de poursuivre des raccourcis, il a insisté sur des habitudes durables. Automatiser les économies, comprendre les bases de l'investissement, améliorer progressivement ses revenus et prendre des décisions financières intentionnelles. Son parcours illustre une vérité souvent ignorée. La stabilité financière n'est pas le résultat d'un événement unique. Elle est le résultat de décisions répétées avec cohérence. Avec le temps, quelque chose change profondément chez ceux qui adoptent cette vision. Ils ne se demandent plus uniquement combien ils gagnent. Ils se demandent ce que leur argent leur permet de construire. Et cette question transforme tout, car elle déplace l'attention du présent vers la direction, du plaisir immédiat vers la trajectoire, de la consommation vers la création. Souvenez-vous enfin de ceci. L'argent n'est jamais la véritable source de richesse. Il n'en est que le reflet. Le véritable capital, c'est votre capacité à penser clairement, à agir avec discipline et à créer de la valeur de manière constante. Et lorsque ces trois éléments s'alignent, l'argent cesse d'être un objectif. Il devient une conséquence. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette valeur se transforme en influence et comment certaines personnes parviennent à multiplier leur impact simplement en apprenant à mieux communiquer, inspirer et servir les autres. Chapitre 12 devient indispensable. Il existe une illusion très répandue. Elle consiste à croire que le monde récompense les intentions, les efforts, ou même le mérite. Mais dans la réalité, le monde ne récompense rien de tout cela directement. Il récompense une seule chose, la valeur visible. Personne ne paie pour ce que tu sais. Les gens paient pour ce que tu résous, pour ce que tu simplifies, pour ce que tu améliores, pour ce que tu rends possible. C'est une vérité simple, mais rarement comprise. Avant d'être récompensé, il faut être utile. Et avant d'être utile, il faut comprendre un problème réel. La plupart des gens commencent par la mauvaise question. Ils demandent « Comment obtenir plus ?» Alors que la vraie question est « Comment devenir difficile à ignorer ?» Parce que dans le monde réel, les opportunités ne sont pas distribuées. Elles sont attirées par ceux qui créent de la valeur de manière évidente. Un marché ne récompense pas l'effort. Il récompense la contribution, silencieuse ou visible, mais toujours mesurable dans ses effets. Créer de la valeur ne demande pas d'être exceptionnel. Cela demande d'être utile de façon constante, dans les petites choses comme dans les grandes. Rendre une situation plus claire, plus rapide, plus simple, plus fiable, plus efficace. C'est ainsi que se construit la vraie importance. Pas dans les discours, mais dans l'utilité répétée. Un enseignant n'est pas payé pour parler, mais pour transformer une incompréhension en clarté. Un médecin n'est pas payé pour ses connaissances, mais pour réduire la souffrance. Un entrepreneur n'est pas récompensé pour son idée, mais pour le problème qu'il enlève du quotidien des autres. Les formes changent, mais le principe ne change jamais. La valeur est toujours une réponse à une douleur ou à un besoin. C'est pour cela que les personnes qui progressent le plus ne cherchent pas la reconnaissance. Elles cherchent les frictions, ce qui bloque, ce qui ralentit, ce qui crée de la perte. Et elles s'y attaquent.
À partir de là, quelque chose change. On cesse de penser en termes de moi. On commence à penser en termes de impact. Et ce basculement transforme tout. Parce que le monde ne se souvient pas de ceux qui veulent réussir. Il se souvient de ceux qui rendent la réussite des autres plus simple. La confiance naît exactement ici. Pas dans les promesses, mais dans la répétition fiable d'un résultat utile. Et la confiance, une fois installée, devient une monnaie plus forte que l'argent lui-même. On peut perdre une compétence. On peut perdre une opportunité. Mais la réputation de fiabilité agit comme une force gravitationnelle. Elle attire les prochaines occasions. C'est ainsi que commence le leadership. Pas avec une position, mais avec une prise de responsabilité silencieuse. Un leader n'attend pas qu'on lui donne le rôle. Il agit comme si le problème lui appartenait déjà. Il améliore ce qui est imparfait. Il stabilise ce qui est fragile. Il avance quand les autres hésitent. Le leadership n'est donc pas un titre. C'est un comportement face au vide. Et dans ce comportement, un élément devient décisif. La communication. Car la valeur invisible reste inutile. Tant qu'elle n'est pas comprise. Mais communiquer ne signifie pas impressionner. Cela signifie clarifier. Rendre transmissible ce qui était confus. Et la communication la plus puissante ne commence jamais par parler. Elle commence par écouter. Écouter réellement. Pas pour répondre, mais pour comprendre ce qui n'est pas dit. Les besoins, les blocages, les attentes implicites, les frustrations silencieuses. C'est là que naît l'influence réelle. Parce que les gens ne suivent pas ceux qui parlent le mieux. Ils suivent ceux qui comprennent le mieux. La clarté crée la confiance. La confiance crée la coopération. Et la coopération crée l'impact. Mais il existe une qualité encore plus rare que la compétence ou la communication. L'intégrité répétée. Faire ce que l'on dit. Même quand personne ne regarde. Même quand cela coûte. Même quand c'est difficile. Cette constance invisible finit toujours par devenir visible. Et lorsqu'elle devient visible, elle devient rare. Et ce qui est rare devient recherché. C'est ainsi que certaines personnes deviennent incontournables sans jamais chercher à l'être. L'histoire de Howard Schultz illustre ce principe. Il n'a pas seulement vendu un produit. Il a construit une expérience cohérente. Un standard. Une atmosphère. Une promesse tenue à grande échelle. Et cette cohérence a créé bien plus qu'une entreprise. Elle a créé une fidélité. Une fidélité qui ne s'achète pas, mais qui se mérite. Ce modèle existe partout. Dans les métiers, dans les relations, dans les carrières. Chaque jour, une question simple se pose. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui augmente ma valeur aux yeux du monde, ou la diminue? Parce que la valeur ne se proclame pas. Elle s'accumule. Ou elle disparaît. Et avec le temps, une vérité devient impossible à ignorer. Les personnes utiles deviennent visibles. Les personnes fiables deviennent indispensables. Et les personnes constantes deviennent inoubliables. Mais tout cela repose sur une dernière étape. La plus importante. Transformer la valeur en action répétée. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que cela devienne une identité. C'est là que commence la vraie différence entre ceux qui ont des idées et ceux qui changent réellement quelque chose. Chapitre 13. La discipline qui transforme la pensée en réalité. Les idées ne valent rien tant qu'elles restent immobiles. Dans l'esprit, elles semblent puissantes, complètes, prometteuses. Mais dès qu'elles restent sans action, elles perdent leur force. Et finissent par rejoindre toutes les autres pensées jamais incarnées. Le monde n'est pas rempli de manque d'idées. Il est rempli de manque d'exécution. Presque tout le monde sait ce qu'il devrait faire. Changer. Commencer. Construire. Arrêter de repousser. Mais entre savoir et faire, il existe un gouffre invisible. Et ce gouffre est là où la plupart des ambitions disparaissent. Ce n'est pas l'absence de vision qui bloque les résultats. C'est l'absence de mouvement répété. Car la vérité est simple. Ce que vous faites une fois ne change rien. Ce que vous faites chaque jour change tout. Beaucoup confondent préparation et progression. Ils affinent des plans. Ils attendent des conditions idéales. Ils cherchent une certitude qui n'existe pas. Et pendant ce temps, la vie avance sans eux. L'exécution, elle, ne demande pas de certitude.
Elle demande du courage imparfait, celui de commencer sans garantie, et de continuer sans validation. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui savent le plus. Ce sont ceux qui résistent le plus longtemps après le début. Quand l'enthousiasme disparaît, quand les résultats tardent, quand l'effort devient répétition, c'est là que tout se décide. Parce qu'au début, tout le monde agit avec énergie. Mais la vérité du caractère apparaît dans la continuité silencieuse. L'action a un pouvoir que la réflexion n'a jamais. Elle rend le réel honnête. Penser peut mentir. Agir révèle. Chaque tentative produit une information. Chaque erreur supprime une illusion. Chaque correction rapproche du vrai chemin. Ainsi, progresser ne consiste pas à éviter les échecs, mais à réduire le temps entre l'erreur et l'ajustement. Les personnes efficaces ne cherchent pas la perfection avant d'agir. Elles cherchent la clarté à travers l'action. Un autre facteur rend l'exécution stable, la structure. La motivation est fragile. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, du contexte. Mais une structure ne dépend pas de l'humeur. Elle agit à votre place quand vous ne pouvez pas agir pleinement. Elle décide à l'avance. Elle simplifie les choix. Elle élimine la négociation intérieure. À ce moment-là, l'effort cesse d'être une décision. Il devient un cadre. Et ce cadre change tout. Car le plus grand ennemi du progrès n'est pas la difficulté. C'est l'hésitation répétée. Une décision simple élimine 100 petites batailles mentales. Et une routine bien construite élimine des années de stagnation invisible. Comme un avion en vol, la trajectoire parfaite n'existe pas. Il corrige constamment. Le vent le dévie. Les conditions changent. Mais il avance quand même. Ce n'est pas la précision qui garantit l'arrivée. C'est la continuité des ajustements. La réussite fonctionne exactement ainsi. Un autre malentendu profond consiste à croire que les résultats viennent de grands changements. En réalité, ils viennent d'une accumulation de micro-répétitions, presque invisibles au jour le jour, mais impossibles à ignorer sur plusieurs années. Au début, cela semble insignifiant. Mais le temps amplifie tout. Une petite action stable devient une transformation massive. Un petit effort répété devient une compétence rare. Une habitude simple devient une identité. C'est ce que peu de gens comprennent. La constance est une force silencieuse. Deux personnes peuvent commencer exactement au même point. L'une agit quand elle est motivée. L'autre agit même sans motivation. Quelques années plus tard, la distance entre elles n'est plus mesurable en effort. Mais en résultat, l'une a vécu des intentions. L'autre a construit une réalité. C'est ainsi que les trajectoires se séparent. Sans bruit, sans moment spectaculaire, juste par accumulation invisible. L'histoire de Rachel illustre ce principe avec précision. Elle voulait écrire un livre. Pendant longtemps, elle attendait un moment idéal. Plus de temps, plus d'inspiration, plus de certitude. Mais ce moment ne venait jamais. Jusqu'au jour où elle a remplacé l'attente par une règle simple. Écrire chaque jour, même peu. Sans négociation. Sans exception. Au début, cela ne ressemblait à rien. Mais la répétition a transformé ce rien en structure. Puis en texte. Puis en livre terminé. Rien de spectaculaire. Mais profondément réel. Et c'est souvent ainsi que naissent les résultats durables. Non pas dans l'intensité, mais dans la régularité. La discipline n'est donc pas une performance. C'est une identité répétée. On ne devient pas quelqu'un de discipliné en faisant un effort exceptionnel. On le devient en faisant des efforts simples, sans interruption inutile. Jusqu'à ce que cela devienne naturel. À ce stade, quelque chose change profondément. On ne débat plus avec soi-même. On exécute. Et cette absence de débat intérieur est l'une des formes les plus rares de liberté. Car les idées sont accessibles à tous. Mais la capacité à les transformer en actions répétées reste le véritable filtre. Le succès n'est pas un événement. C'est une conséquence mécanique de comportements alignés dans le temps. Ce que vous répétez devient votre futur. Et ce que vous refusez de répéter disparaît silencieusement de votre vie. C'est pour cela que la vraie question n'est jamais « Que puis-je faire de grand ?» mais « Que puis-je faire de simple, chaque jour, sans interruption ?» Parce que c'est là, dans ce simple, que se cache tout le reste.
Dans le dernier chapitre, nous verrons comment ces principes cessent d'être des concepts pour devenir une manière de vivre complète, où la réussite n'est plus un objectif, mais un effet naturel de votre manière d'agir. Chapitre 14, le plan de la réussite, devenir le système. La victoire n'est pas un lieu d'arrivée. C'est une manière de fonctionner. La plupart des gens se trompent sur la réussite. Ils la voient comme un événement futur. Un jour précis où tout bascule. Quand ça marche enfin. Quand tout est accompli. Mais rien de tout cela n'existe vraiment. La réussite n'arrive jamais d'un coup. Elle s'installe lentement. Sans bruit. Sans annonce. Elle est déjà en train de se construire bien avant d'être visible. Dans les choix ordinaires. Dans les répétitions invisibles. Dans la manière de penser quand personne ne regarde. Ce n'est pas un moment qui crée une vie réussie. C'est une direction maintenue assez longtemps. Et cette direction repose sur une vérité simple. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu répètes. Pendant que beaucoup attendent le bon moment, les résultats, eux, obéissent à une autre logique. Celle de la continuité. Ce ne sont pas les grandes décisions isolées qui changent une trajectoire. Ce sont les petites décisions identiques répétées avec discipline. Chaque jour. Sans exception spectaculaire. C'est cela, le véritable plan de réussite. Pas une formule secrète. Pas une méthode magique. Mais une structure de pensée et d'action. Penser avec clarté au lieu de réagir dans la confusion. Agir malgré l'incertitude au lieu d'attendre la certitude. Apprendre au lieu de se justifier. Corriger au lieu d'abandonner. Construire au lieu de reporter. Pris séparément, ces choix semblent simples. Mais répétés, ils deviennent irréversibles. Le plus important, c'est qu'il n'existe aucune version parfaite de ce processus. Personne ne suit ce chemin sans faute. Tout le monde s'écarte. Tout le monde ralentit. Tout le monde doute. La différence n'est jamais dans la chute. Elle est dans le retour. Les uns s'arrêtent. Les autres reprennent. Et c'est ce simple retour qui construit les grandes trajectoires. C'est pour cela que la réussite n'est pas une question de motivation. La motivation est instable. Elle apparaît et disparaît. La structure, elle, reste. Les personnes efficaces ne dépendent pas de leur état d'esprit du jour. Elles dépendent d'un système qu'elles ont conçu avant les émotions. Elles décident à l'avance. Quand travailler. Quand apprendre. Quand créer. Quand corriger. Ainsi, elles réduisent la négociation intérieure. Et augmentent l'action automatique. À ce moment-là, quelque chose change profondément. On ne choisit plus d'agir. On agit parce que c'est la règle. Et c'est là que la transformation devient réelle. Car le plus grand frein n'est pas le manque de talent, ni le manque d'idées, mais la répétition du plus tard. Le plus tard détruit plus de vies que l'échec, parce qu'il donne l'illusion du progrès sans mouvement. Pendant que certains attendent d'être prêts, d'autres deviennent compétents en étant imparfaits. C'est ainsi que l'écart se creuse. Silencieusement. Sans compétition visible. Deux personnes peuvent commencer au même point. L'une agit seulement quand tout semble idéal. L'autre agit dans le réel. Avec les contraintes. Avec les doutes. Avec les limites. Quelques années plus tard, elles ne se comparent même plus. L'une a vécu dans la préparation. L'autre a vécu dans la progression. Et la progression finit toujours par dominer la préparation. Un exemple simple suffit. Rachel voulait écrire un livre parfait. Elle attendait. Plus de temps, plus de clarté, plus d'inspiration. Mais ces conditions ne sont jamais venues. Alors elle a changé la règle. Pas le rêve. La règle, écrire un peu chaque jour. Sans discussion. Sans exception émotionnelle. Au début, rien ne semblait avancer. Mais la répétition a remplacé l'intention. Et ce que la motivation n'avait jamais réussi à produire est apparu naturellement. Un livre terminé. Pas par explosion, mais par accumulation. C'est ainsi que fonctionne tout résultat durable. La discipline n'est pas une performance héroïque. C'est une fidélité à une décision simple. Et cette fidélité, répétée assez longtemps, devient une identité. On ne fait plus des actions disciplinées. On devient quelqu'un qui agit de cette manière. Et à partir de là, tout devient plus simple. Il n'y a plus de débat interne. Plus de négociations permanentes.
juste une direction. Mais le plus important est ailleurs. La réussite ne récompense pas seulement les idées. Elle récompense leur exécution continue. Une idée brillante sans action reste un potentiel. Une idée moyenne exécutée avec constance devient une réalité. Et la réalité finit toujours par surpasser le potentiel. C'est pourquoi la question n'a jamais été « Qu'est-ce que je sais ?» mais « Qu'est-ce que je répète vraiment ?» Parce que ton futur ne dépend pas de ton inspiration. Il dépend de ton rythme. Et ce rythme construit tout. Tes compétences, ta confiance, tes résultats, ton identité. Tout commence petit, presque insignifiant. Mais le temps amplifie ce que tu répètes. Toujours. C'est la règle invisible du monde réel. Alors la vraie stratégie n'est pas de chercher un grand changement, mais de stabiliser un petit comportement et de le protéger jusqu'à ce qu'il te transforme. Car à la fin, la réussite n'est pas un objectif. C'est un système devenu automatique. Et quand ce système est installé, quelque chose de puissant apparaît. Tu n'essaies plus de réussir. Tu fonctionnes comme quelqu'un qui réussit. Sans effort dramatique. Sans moment magique. Juste une continuité. Et cette continuité finit par produire des résultats que les autres appellent exceptionnels. Alors qu'ils sont simplement logiques. Tout commence de la même manière. Une décision simple. Prise sans garantie. Mais tenue dans le temps. C'est là que la vraie transformation commence. Pas dans ce que tu espères, mais dans ce que tu répètes. Et c'est ainsi que tu deviens le système. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.